Que votre parcours de vie soit rectiligne ou sinueux, je ne sais pas vous, mais moi je pense qu'il n'y a pas qu'un seul chemin dans la vie. Dans Parcours le podcast, découvrez quel chemin ont choisi, ou pas, de prendre mes invités. Comment ils en sont arrivés là où ils sont, leurs idées, leurs échecs, leurs inspirations et bien plus encore. Je m'appelle Raphaël, allez, en route. Julien Lafarge, ce nom ne vous dit peut-être rien, mais si vous êtes strasbourgeois ou strasbourgeoise, vous connaissez sans aucun doute l'un ou l'autre de ces projets. Julien, c'est le directeur du Festival international des cultures urbaines de Strasbourg, le NL Contest, où des riders du monde entier viennent s'affronter et faire la fête aussi un petit peu. Le chargé de communication de la salle de concert Espace Django Reinhardt dans le quartier du Nohof, c'est également le fondateur de l'agenda culturel alsacien Cause Magazine et le créateur et animateur des Hopla Awards, la cérémonie qui récompense les acteurs culturels alsaciens chaque année. J'ajouterai qu'il est depuis peu également le directeur de Colors, un collectif d'art urbain contemporain et de graffiti qu'il a créé. Un homme de culture donc, et aussi un amoureux de sa région, l'Alsace. Alors bonjour Julien et merci de participer à ce podcast en ces temps si particuliers de confinement. Tu vas bien ? Je vais super, salut Raphaël, bonjour à tous et merci de m'avoir invité sur ton podcast. Ça faisait longtemps qu'on essayait de le faire et c'est vrai qu'on profite de ce temps un peu calme pour chacun pour échanger et prendre le temps de discuter ensemble. Finalement, ça aura servi à ça. Alors, quel CV déjà, Julien ? Comment est-ce que tu fais pour jongler entre tous ces projets où tu as en plus à chaque fois des postes à responsabilité, donc tu es un petit peu indispensable. Comment est-ce que tu arrives à te fixer des priorités, à garder un équilibre entre chaque projet ? Alors déjà, chaque projet, déjà, c'est une passion. Je fais ça vraiment par passion. C'est vraiment à chaque fois un bonheur de bosser sur ces différents projets-là. J'ai la chance aussi de pas être tout seul, d'avoir une équipe, de gens qui me suivent sur les différents projets. Des fois, des gens qui travaillent sur des projets ensemble. Mais voilà, je dirais la clé du succès par rapport à ça, c'est l'organisation, la motivation et surtout, et vraiment, j'aurais dû le dire en premier, l'équipe. D'accord, ouais. De tous ces projets d'ailleurs que j'ai cités, le NL, Cause Magazine, l'espace Django Reinhardt, tu as commencé par lequel ? Ça a été lequel le premier ? Le premier, c'est le NL Contest. On est censé fêter cette année la 15e édition du festival. On a décalé d'ailleurs le festival de mi-mai à fin août. On espère que ça va pouvoir le faire. Mais c'est effectivement le premier projet qu'on a lancé avec une bande de potes, la bande de potes de l'association Nouvelle Ligne. On était 9 au début. Aujourd'hui, on est une quinzaine de membres très actifs. On est 200 bénévoles. C'était vraiment le premier projet. Je dirais c'est de là un peu d'où je viens. Moi, j'ai grandi sur les skateparks, vraiment. J'ai eu la chance d'avoir le statut de professionnel en roller halfpipe, donc j'ai beaucoup voyagé. Quand j'étais plus jeune, à travers la France, à travers l'Europe et même à travers le monde, puisque je suis allé aux États-Unis pour participer à des compétitions. Et donc j'ai tissé un énorme réseau de riders, de pro riders. Et c'est vrai qu'en Alsace, en plus, on avait la chance d'avoir pas mal de gens qui avaient un bon niveau. Puis on s'est dit tiens, on va lancer ce projet-là. Je pense qu'on l'avait tous au fond de nous, étant plus jeunes, on avait tous envie d'avoir une compétition de ce type-là en Alsace. Et puis quand on avait 18-19 ans, on s'est dit bah voilà, c'est le moment de le lancer. Donc on l'avait tous au fond de nous depuis un moment. Et par rapport à Cause, Cause, ça s'est fait un peu en deux temps. On avait cette idée de sortir un agenda culturel quand j'étais déjà à la fac, juste avant d'avoir lancé le NL Contest. Mais faute de compétences, de contacts, Internet n'était pas encore aussi développé. On avait un projet, ça devait s'appeler Hors de chez toi. Ça ressemblait à peu près à Cause. D'accord. Et finalement, on a décidé pas le faire. Et puis ça a vu le jour quelques années après, 7-8 ans après, je dirais. Ouais. Bah, on va revenir sur tout ça un petit peu plus tard, évidemment. Tu pourras nous en reparler. Mais d'abord, donc on l'a compris, tu travailles dans le secteur de la communication culturelle et de l'événementiel. Tu organises des festivals, des expos, des concerts et ces activités sont stoppées et en suspens à cause de l'épidémie de coronavirus. Donc, comment fais-tu face à la crise et quelle a été ta réaction à l'annonce du confinement ? Alors déjà, ma réaction par rapport à l'annonce du confinement, c'est quelque chose sur lequel on s'attendait.
Ouais. On s'y attendait clairement. Je veux dire, on est organisateur. Notre boulot, le premier, je dirais, le plus important dans notre boulot, c'est l'anticipation dans l'organisation. Il faut anticiper tous les problèmes qu'on peut avoir. Donc la question c'était plutôt est-ce que si on allait être confiné, c'était quand est-ce qu'on allait être confiné? D'accord. Parce qu'on on le savait, on le savait venir. Alors comment est-ce qu'on s'organise par rapport à ça? Il y a plusieurs choses, ça dépend vraiment des projets. Effectivement, sur le NL Contest, nous, on avait, avec l'équipe, déjà organisé une réunion de crise début février pour se dire qu'on allait potentiellement devoir reporter, parce qu'on avait fait le choix de pas annuler, mais de reporter, parce qu'on est des gens bornés. Et on s'est dit, on va le reporter le plus tard possible pour nous dans la saison. Et c'est donc on avait pris la décision de, s'il fallait le faire, le reporter au dernier week-end du mois d'août, 28, 29 et 30 Ouais. août. On a acté ensuite, donc ça on l'avait acté dans la forme, et on l'a acté publiquement au bout de 2 semaines de confinement, quand on s'est dit bon bah de toute façon là, même si c'est déconfiné à la mi-mai, les riders pourront pas venir, les grands événements ça va être compliqué, donc on l'a vraiment acté, en discussion bien sûr avec nos partenaires. Ok. Sur Cause Magazine, ben on en a discuté aussi en amont, on ne savait pas. On anticipe. Ouais, c'est compliqué vu Voilà. que c'est un agenda des événements Un agenda culturels. des événements culturels qui, notre cœur de métier, c'est le magazine papier qui sort dans 550 lieux de diffusion en Alsace. Bah forcément, une fois qu'on est tous confinés, il n'y a pas ou peu de contenu puisqu'il n'y a plus de Ouais. sorties culturelles, et il y a surtout pas de lieu pour nous diffuser. Eh oui. Donc la chance qu'on a eue par rapport à ça, c'est que quand la décision a été prise, le magazine n'était pas déjà lancé en impression, donc on s'est pas retrouvé avec un magazine sur les bras à ne pas Ouais, savoir c'est quand faire. déjà ça, ouais. Voilà, on a décidé, nous, avec l'équipe de Cause Magazine, de consacrer toutes nos forces sur le digital, via effectivement notre site internet, via un relais, un écho qui va passer sur les réseaux sociaux, sur la newsletter, mais aussi et surtout parce qu'on est des gens bornés, via un magazine qui se veut être un magazine digital et interactif, donc qu'on met en ligne avec plus de 400 liens qui sont des hyperliens avec du contenu interactif, des vidéos qui se lancent, des sons, des choses comme ça. Donc ce numéro 87, ce numéro d'avril est sorti uniquement en ligne, et on est très content parce que c'était un pari pour nous, et aujourd'hui on a plus de 25 000 vues sur le magazine, en sachant que le magazine papier sort à 25 000 exemplaires. Donc on est très content. Après, en termes de publicité, forcément c'est un peu plus dur parce que nous on est des gens, on est dans le soutien, on est dans la discussion, on est dans la flexibilité avec nos annonceurs, avec nos partenaires. Un événement qui annule, même s'il s'est engagé, on peut pas lui facturer une page de publicité. Donc c'est extrêmement dur. En termes de recettes, on est proche du zéro. On essaye maintenant on a mis en place une petite offre publicitaire sur du digital, et on a des gens qui nous suivent, qui nous soutiennent par volonté de communication, mais aussi et surtout par volonté de nous soutenir et de soutenir cette démarche qu'on fait, parce que vraiment on a une ligne éditoriale qui se veut vraiment positive pendant ce confinement-là, c'est-à-dire qu'on parle pas de mauvaises nouvelles, on parle que de bonnes nouvelles. On a notamment un feel good news, des choses comme ça sur notre site internet. Ouais, vous organisez aussi des concerts à huis clos, donc enregistrés chez les artistes que vous rediffusez, c'est génial. Vous vous adaptez vraiment à la situation pour vous renouveler aussi, quoi. Bah, c'est le but, donc c'est vraiment de se renouveler là sur cette période de confinement. Après, on fait des essais qui peut-être ou pas pourront nous servir aussi pour la suite. Ensuite, après sur la partie de l'espace Django, c'est vrai que sur l'espace Django, bah, la salle est fermée, on ne peut rien faire, point. Donc là c'est surtout le programmateur qui travaille, puisque notre objectif c'est de pas annuler mais de reporter. Pareil, à Django on est un peu des gens bornés et on a envie de faire les choses, et donc on essaye de reporter tous les concerts qui sont annulés sur la période de septembre-décembre. Donc toi, ton boulot là-dedans, c'est d'informer votre public des changements. Le public. Alors voilà,
pour l'instant, c'est assez simple, hein, ça se limite aux réseaux sociaux, aux sites internet, Bien sûr. mais après, on pourra passer dans une nouvelle dimension. Et puis, on réfléchit actuellement à des choses qu'on pourra proposer après le déconfinement, parce que vraisemblablement, je pense que la salle de spectacle ne rouvrira pas tout de suite. On ne sait même pas si elle va rouvrir avant le mois de septembre. Mais nous, on a envie de proposer des choses à notre public, donc on est en train de réfléchir à des formules un peu interactives, online, de choses qu'on pourrait proposer. Donc, c'est work in progress, comme on dit. D'accord. Et donc, comment est-ce que tu réagis, bon, durant cette période de confinement, mais aussi de manière plus générale, comment réagis-tu toi personnellement à l'imprévu? Est-ce que tu es quelqu'un qui peut stresser facilement ou au contraire qui est maître de ses émotions et qui a une grande capacité à prendre des décisions urgentes et importantes? Bah, ça, faudra demander à mon équipe. Moi, je pense que j'essaye de pas stresser, ou Ouais. du moins de le garder intérieurement. Euh, Ça c'est s'apprend de gérer son stress ou c'est quelque chose Ouais, qui est je pense que naturel? c'est le NL Contest qui m'a vraiment appris ça, parce qu'organiser un grand D'accord. festival, qu'on voit grandir, on est parti de zéro et aujourd'hui on a 35 000, 37 000 spectateurs, on apprend beaucoup. Les premières années, quand vraiment ça a pris de l'ampleur, les semaines avant on dort pas. Maintenant, on arrive à relativiser, à Ouais. temporiser par rapport à tout ça. Donc voilà, et je pense, hein, vraiment via le NL Contest à un problème, une solution. Mhm. Je pense avoir cette capacité, en tout cas je l'espère, à trouver des solutions assez Mhm. rapidement. Et en tout cas, je pense aussi avoir la vision de se dire, si on fait ça, ça nécessite de mettre tous ces moyens-là en place. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est pas réalisable? Ou est-ce qu'on part sur autre chose? Et ça, j'arrive à Ouais. l'avoir assez rapidement. Là, actuellement, l'objectif, enfin, ce qui me stresse, euh, c'est euh, c'est la pérennité de tous ces projets-là. Ouais. C'est-à-dire que Cause Magazine continue à vivre à la fin de cette crise sanitaire. Pareil pour le NL Contest, qu'on soit toujours là en 2021, Mm, qui est mm, mm. annulation ou pas annulation. Euh, pardon. Voilà, aujourd'hui, c'est ça je travaille vraiment C'est sur ça ça. l'enjeu, C'est ouais. ça l'enjeu, Ouais. voilà. D'accord. Alors, comme tu le sais peut-être, dans ce podcast, on aime bien revenir en arrière pour pouvoir remonter étape par étape tout ton parcours et savoir un peu de manière chronologique comment tu es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui. Alors, Julien Lafarge, d'où viens-tu et où as-tu grandi? Alors, je suis né à Haguenau, Ouais. voilà, en 1983. Ensuite, j'ai grandi à la campagne jusqu'à à peu près à mon CM2, ouais, jusqu'à mon CM1. J'ai grandi entre Neuvillers-les-Savernes et le Val-de-Modère, avec mes parents et mes grands-parents. Ensuite, on a Ouais. déménagé sur Haguenau. J'ai fait une année de cours à Chilix, à l'école Exen, et ensuite j'ai fait mon collège-lycée à Haguenau. C'est là notamment que j'ai découvert le roller. J'avais la chance, puisqu'on avait un petit skatepark, une des seules rampes d'ailleurs d'Alsace, qui était pile entre mon lycée et mon collège. Donc Ah. autant dire que quand je séchais les cours, on savait où me trouver. Ah. C'était assez marrant. Et ensuite, alors j'ai beaucoup voyagé, j'allais beaucoup à Strasbourg notamment pour pratiquer. Et ensuite, après, je suis arrivé, j'ai habité vraiment à Strasbourg à 100% à partir de ma première année de faculté. Au début, dans une petite résidence universitaire Paul Appel, au 9e D'accord. étage, la chambre 901. Ah. Voilà. Et ensuite, après, j'ai pris mon appartement. Et puis voilà, j'ai jamais quitté. Ensuite, depuis, j'ai plus vraiment quitté Strasbourg. J'ai pas eu ce besoin de De déménager, de voir voyager. forcément d'autres villes, parce que j'ai toujours voyagé énormément Mhm. dans ma vie. J'ai toujours eu cette chance de voir en France, en Europe et dans le monde. C'est quelque chose qui est très important pour moi, rencontrer des gens, voyager. Ouais. Pas de faire des voyages all inclusif où tu vois que des touristes, hein, vraiment. Mm, mm. Rencontrer des habitants, c'est très important pour moi. Et donc j'avais pas eu ce besoin de me dire tiens, il faut que je déménage et que je change de ville, parce que j'ai toujours été bien en Alsace. Souvent, ce qu'on dit en Alsace, c'est qu'il manque juste la mer. On a la montagne, on a la campagne, on a C'est clair. Strasbourg, on est sur une ville à taille humaine, c'est super agréable. On a les Ouais. gravières, C'est génial. voilà, et il nous manque juste la mer. Donc pour ça, ma deuxième ville de cœur, c'est Marseille. Ah, Voilà, d'accord. avec beaucoup d'amis à Marseille, notamment le parrain de mon petit qui est marseillais. Qui est marseillais, d'accord. Donc l'Alsace, point d'ancrage pour toi. Et qu'est-ce que tu as fait comme étude ensuite? Alors donc j'ai fait un bac ES, et ensuite Ouais. je suis allé à la fac de droit.
Et j'ai fait D'accord. AES. À l'époque, c'était avant la réforme, donc j'ai une maîtrise AES, donc c'est un bac plus 4 AES. Et j'ai hésité ensuite à faire une année de plus pour faire à l'époque ce qu'on appelait un DEA ou un DESS, Mhm. management de l'événementiel à l'IEP. J'ai été pris à Strasbourg et à Marseille d'ailleurs. Et Ah, finalement, j'ai décidé un peu au dernier moment de ne pas le faire et de consacrer mon temps au développement du NL Contest sous le bon conseil de Nicolas Mougin, notre actuel président, membre fondateur aussi de Nouvelle Ligne, qui m'a dit écoute, moi j'ai fait cette formation, c'est bien, ça t'apporte plein de choses, mais ça t'apporte surtout un carnet d'adresses. Sincèrement, si tu te mets à fond sur le festival, tu vas apprendre tout autant. Et puis on c'est est un, c'est un sacré pari quand même. Faut avoir le courage de ne pas continuer ses études et de décider de tout de suite apprendre sur le terrain en autodidacte finalement. Ça t'a pas fait un petit peu peur au départ? Ben non, sincèrement non. En fait, j'en pouvais plus, je crois, des études. Tu sais, quand D'accord. tu fais quand même, t'es à la fac de droit, même si c'est AES, t'as quand même des cours de droit, des choses comme ça, et tu te Oui, retrouves bien à sûr, apprendre ouais. beaucoup de par cœur. T'as beaucoup de cours. Enfin, c'est pas des études forcément très faciles, même si je pense qu'il n'y a pas d'études faciles, Non. mais Mm, c'était mm. quand même très lourd. Et au bout d'un moment, j'ai saturé. J'ai eu la chance de faire un cursus scolaire sans jamais redoubler. Donc voilà. Et j'ai vraiment, je pense qu'à la fin, je saturais un peu, donc j'en avais un peu marre. Dans la vie, il faut savoir prendre des risques. Et puis au pire, j'aurais repris mes études. Je veux dire, il y a plein de Oui, gens bien sûr. qui font. Et puis je partais pas sans bagage. Aujourd'hui, j'avais quand même un bac plus 4, une maîtrise à l'époque, et aujourd'hui, je regrette pas du tout mon choix, hein, parce que Ouais. vraiment, quand je vois beaucoup de gens qui étaient à la fac avec moi, il y en a quelques-uns qui s'épanouissent, mais il y en a pas tant que ça, quoi, dans leur boulot, alors que moi, je m'épanouis vraiment, vraiment, vraiment dans mon boulot, et ça a mis du temps, hein. D'accord. Ça a mis, alors pas que je m'épanouisse, mais à ce que je puisse en vivre, ça a mis quand même énormément. Ouais, comment tu t'es débrouillé de ce côté-là, justement, parce que l'association Nouvelle Ligne qui organise le NL Contest est une association. Beaucoup de tes collègues là-bas sont bénévoles hein, pour organiser le festival. Comment est-ce que tu as fait financièrement, même au début, pour t'en sortir? Alors, la première année, j'ai travaillé à côté. D'accord, ouais. Même plusieurs premières années. Ils appelaient ça un CDI à tiers-temps. J'étais vendeur en boutique Orange. Je vendais des abonnements Ah, Internet et des téléphones mobiles. Et je faisais ça oh, tous les samedis et une demi-journée encore dans la semaine, le mercredi. J'avais d'accord. la chance avec ça, je gagnais plutôt bien ma vie. Alors c'était pas beaucoup, hein, j'arrivais à gagner ma vie. Ça me permettait, avec un peu d'appel, de payer mon loyer, de manger. Puis je faisais deux trois démos de roller, des choses comme ça qui me permettaient de payer des voyages. Des choses comme ça, donc j'ai réussi à me débrouiller comme ça pendant les 3-4 premières années. Au bout de 3 ans de NL Contest, on a réussi à me salarier à tiers temps, avec notamment D'accord. une aide de la région, une aide dégressive de la région. Mhm. Alors c'était un petit 400 € par mois, mais le 400 € par mois plus la rémunération de France Télécom faisait que. D'accord. Voilà, donc j'ai réussi à m'en sortir comme ça en travaillant quasiment 7 jours sur 7. J'avais de temps en temps mon dimanche de disponible, mais souvent le dimanche, une fois sur deux, il y avait un événement, il y avait une démonstration, il y avait un truc. Mm, Donc mm. souvent, je me retrouvais quand même à bosser. Ce que j'étais aussi speaker. Je faisais des animations micro sur des Ouais. compétitions. Donc là aussi, je pouvais avoir des petites rémunérations sur ça. Voilà, donc tout ça mis bout à bout, j'arrivais effectivement à m'en sortir. Toi, tu te fais confiance systématiquement quand tu as eu une idée comme ça? T'as pas peur de l'échec? Ouais, franchement, je me fais confiance. Pour l'instant, je me suis pas trop vraiment planté, donc je touche du bois, tu vois. Là, j'ai un peu de bois, c'est du bambou, ça marche le bambou, ouais, ça marche. Non, non, j'ai tendance à me faire confiance. Après, euh, voilà, j'ai jamais non plus engagé des sommes folles dans les Mm, différents mm. projets au moment du lancement. J'y suis toujours allé un peu par tâtons. Et Ouais. j'ai plus donné du temps que des moyens dans un premier temps. Et ensuite seulement j'ai donné des moyens. Donc en termes de risque financier, à chaque fois j'étais un peu contrôlé. J'ai un problème, c'est que Ouais. je n'aime pas devoir de l'argent et faire un crédit pour moi c'est l'enfer.
Vraiment, Ouais, je veux pas de. En fait, j'ai l'impression d'être engagé. Et ouais, tu perds de l'indépendance, c'est voilà. sûr. Et donc du stress, des choses comme ça. Donc j'ai toujours eu du mal à faire ça. Et le seul que j'ai fait dans ma vie, c'était pour acheter ma petite maison avec ma chérie, tu vois. Donc, D'accord. mais donc j'ai toujours réussi à autofinancer les différents projets qu'on a lancés. Et voilà, ça Une limite. prise de risque contrôlée, du coup. Ouais, mais après, on prend toujours du risque dans les projets, mais c'était effectivement Ouais. toujours une prise de risque contrôlée. Après, il faut se faire confiance. Et puis, tu sais, souvent, je dis un truc, hein, si tu fais rien, bah, si tu fais rien, t'avances pas. Mm. Et puis forcément, aussi, t'es toujours soumis à la critique. Si tu fais rien, t'es pas critiqué. Si tu fais des choses, Mm. forcément, tu vas être critiqué. Donc, D'ailleurs, j'avais une question par rapport à ça, vu que tu abordes le sujet, je vais te la poser directement. allons-y. Toi qui es un homme public, souvent sur le devant de la scène pour présenter tes projets, comment tu réagis justement à la critique qui peut être aussi tournée contre toi, donc plus personnelle? Comment tu gères cette partie du job? Eh ben, je prends sur moi. Je veux pas dire que c'est sympa, que c'est marrant de se faire Mm, critiquer, mais aujourd'hui, il faut qu'encore une fois, si tu fais rien, t'es pas critiqué. Moi, je fais des choses, donc je suis critiqué. Je fais pas des choses mm, pour plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est être creux, c'est être vide, c'est être sans conviction. Nous, on ouais. essaie de faire des choses avec conviction. On peut pas plaire à tout le monde. Après, il y a aussi un point, c'est que la critique, ça peut être constructif. C'est-à-dire que critiquez-moi, apportez-moi des choses, si ça nous permet d'évoluer, de progresser, avec grand plaisir. Et ça même, je demande à tout le monde de le faire. Après, il y a le phénomène des haters sur les réseaux Mm, sociaux. mm. Bah, des haters, il y en a toujours, il y en aura toujours. Mais sincèrement, c'est vraiment minime par rapport à la force ce que me donnent les gens, qu'on va appeler les lovers, par exemple. D'accord, Voilà. ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui soutiennent, et ceux-là, on les voit pas. Ouais. On les voit pas sur les réseaux sociaux, sur les choses comme ça, mais ils nous apportent beaucoup d'énergie quand on les voit, ils nous le disent, ils nous envoient des fois des petits messages en privé, et c'est pour ça c'est pour eux qu'on fait tout ça. Voilà, les haters, c'est toujours le premier truc qu'on voit, il y en aura toujours. Ouais. Ouais, Bah c'est voilà, si vous avez envie c'est comme de ça. Mm. hater les gens, c'est pas un problème. Voilà, moi aujourd'hui voilà, je le prends pas pour moi, je fais avec, même si des fois j'ai des attaques personnelles. Bah, c'est la vie, c'est comme ça. Moi, je suis ouvert à la discussion. Si les gens ils peuvent m'appeler, ils peuvent me contacter sur Facebook. Bah, je discute avec eux. On a le droit de pas être d'accord, hein, c'est quand même la vie. On est en Mm. démocratie. Si tout le monde était d'accord, je pense qu'on serait aussi sur un monde creux et plat. Donc voilà, je vais pas dire que c'est le sourire, enfin c'est le bonheur, mais Ouais. sincèrement on fait avec. Et il y a tellement plus de good vibes que de mauvaises vibes. Voilà, Ok. on a été super critiqué, vraiment là où on a été le plus critiqué tout au début. C'était quand on a remporté l'appel à projet de l'espace De Bico Django? avec Mm. l'association Bicose, avec une équipe totalement montée pour le projet-là. Ouais. C'est marrant parce que on a été critiqué, même pas par les gens avec qui avaient déposé d'autres projets. Ils avaient respecté le différent, les choix, et ils avaient peut-être vu notre projet aussi. On a été critiqué par des gens qui n'ont pas lu notre projet. Et c'est marrant parce que une grande partie des gens qui nous ont critiqués, bah aujourd'hui, ils changent totalement de discours parce que ils ont pris le temps de regarder notre projet, de voir ce qu'on fait, et de voir aussi un peu notre application sur la scène musique actuelle, et dans le quartier du Neuf. Et je pense que ils ont changé d'avis, et les autres, je pense qu'on leur a cloué le bec. Donc, je suis assez content sur ça. Mais voilà, on avait pris le parti. Moi, c'est ce que je fais d'ailleurs. On ne leur répond pas, ça ne sert à rien, parce que c'est simplement amplifier leur caisse de résonance. D'accord. Ok. Bah merci de nous avoir un peu parlé de ce côté-là, un peu plus difficile. Alors ton parcours est très marqué par les cultures urbaines. Je parlais du NL Contest, Mhm. le Festival international des cultures urbaines, Cause aussi qui est très tourné vers les street artistes par exemple, qui les met bien en valeur, et aussi par ton nouveau projet Colors. Alors pourquoi est-ce que tu es tellement touché par les cultures urbaines et comment est-ce que tu as découvert cet univers? Alors, moi, j'ai vraiment grandi sur un skatepark. Ouais. J'étais tout jeune, j'étais, il me de mémoire, en sixième. Il y a Rollerblade qui est venu faire
une tournée dans les différentes villes et qui faisait une espèce de tournoi de street hockey. Et j'ai des potes qui se sont dit ah bah tiens on va s'inscrire. Moi j'avais une vieille paire de rollers roues en plastique que mon père m'avait acheté au supermarché. Il m'a dit tiens ça c'est l'Amérique, c'est le futur. Je les ai mis 2 fois, ça fait mal aux pieds, t'avances pas. Bon mes potes ils s'inscrivent au tournoi, ils me disent vas-y participe à l'équipe. Je dis bon bah ok je vais au cage. Donc je m'étais entraîné 2-3 semaines avant au cage avec des rollers qui font mal aux pieds, qui n'avancent pas. Et quand tu arrives c'était le Vittel Roller Blade Tour de mémoire, il te D'accord. prêtait une paire de rollers si tu donnais une pièce d'identité. J'ai mis des roller blades au pied et là je me suis senti voler. Et depuis ce jour-là j'ai pu quitter. C'est là comme ça que j'ai commencé à rouler. On avait la chance d'avoir un petit skatepark. J'ai continué Ouais. à évoluer À sur le rider. skatepark. Ouais. Et finalement, moi, quand j'enlevais les rollers, je mettais un skateboard, je faisais un peu de vélo, j'ai toujours touché à tout. Mes potes, ils se mettaient à danser, ils se mettaient à graffer, ils se mettaient à mixer. En fait, toute cette culture-là, pour moi, elle a toujours été très proche. J'apprenais à faire des saltos dans des bacs à sable avec des mecs qui faisaient du break. Ouais. Mes potes qui enlevaient les rollers, derrière, ils allaient rapper, ils allaient mixer. Même moi, j'ai un peu mixé, j'ai un peu rappé aussi dans ma jeunesse. Tout ça, Ah oui. c'était pas génial d'ailleurs tout ça, mais par rapport au roller, mais voilà, tout ça c'était vraiment vraiment lié. Et Ouais, les années 90-2000, quoi, hein. voilà, exactement, c'était vraiment lié. C'était la grande époque du rap français notamment. Et moi, on allait dans ma cave, on passait des soirées avec mes potes à rapper. On avait 2 platines de merde, on scratchait, on allait acheter des vinyles. Enfin voilà, c'était toute cette culture-là. Voilà, et donc pour moi, D'accord. ça a vraiment été lié depuis le début. Et du coup, c'est venu vraiment naturellement sur l'NL Contest de rajouter un peu toutes ces disciplines-là, parce qu'au début on n'était que skate, roller, BMX, et finalement, on a mis du graffiti, on a mis du DJing, enfin tout ça, ça se fait naturellement parce que Mm. c'était nos copains et que c'était une grande fête pour tous les copains, donc c'est devenu après. Après, là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est sur Cause Magazine, où tu dis c'est un Ouais. magazine de culture urbaine. Non, pas du tout, c'est un Non, magazine pas que, oui, urbain. c'est sûr. On est Mhm. effectivement diffusé plutôt en zone urbaine, on s'adresse plutôt à un public urbain. Par contre, on n'est pas du tout un magazine autour des cultures urbaines, on est un magazine autour de la culture. On essaie de s'adresser à tout le monde. Notre Ouais. objectif, notre ambition, c'est de faire sortir les gens. Et d'amener d'amener les gens vers le théâtre pour des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller vers le théâtre, Mm. d'amener les gens vers les concerts pour des gens qui n'ont pas forcément l'habitude, d'amener, voilà, de faire sortir les gens et de changer peut-être un peu les habitudes culturelles des gens je dirais, c'est pas forcément le mot, c'est pas forcément démocratisant, c'est pas banalisant non plus, mais je vais utiliser le mot en simplifiant la culture. Après, il y a des cultureux qui vont me dire mais non, il faut pas dire ça, c'est pas bien. Oui, tu vas Mais t'attirer des ennuis là. voilà, mais je vais quand même l'utiliser parce que sincèrement, en fait, moi, il y avait un truc qui me dérangeait, c'est quand tu vas devant le TNS, le théâtre ou l'opéra, tu te retrouves devant un beau bâtiment comme ça, et tu dis c'est pas fait pour moi, j'ai peur, j'ose pas rentrer souvent Mhm. devant l'opéra. Mais en fait, si tu fais le pas, tu franchis le pas d'y aller une fois, de rentrer dedans, de regarder un spectacle, bah, tu te dis bah non, finalement c'est fait pour moi, j'ai tout à fait compris, j'ai passé un bon moment. Oui, c'est tout Faut l'enjeu peut-être des tomber aussi sur le médiations bon spectacle. Il y a culturelles. des spectacles Mm. qui sont peut-être un peu plus compliqués, mais voilà, on voulait simplifier un peu le truc. Souvent aussi, on a des présentations de spectacles qui ont énormément de références, de choses comme ça, que si on va dire t'es pas quelqu'un de la culture, si t'es pas un cultureux, bah tu vas pas forcément le comprendre. Ce qui a marqué dans la présentation, nous on essaie de simplifier un peu cette présentation-là pour donner envie aux gens d'aller au théâtre. Et après, ils pourront effectivement avoir toutes ces références-là, mais si déjà on leur donne pas une première chance, ça ne marchera pas. Donc, Oui, vous êtes un vecteur de médiation voilà, culturelle un peu, exactement. quoi. Après, pour toujours dire que je suis pas d'accord avec toi sur la couverture, effectivement, il y a quelque chose qui est important, c'est que nous, on met la culture urbaine et donc l'art urbain et la culture urbaine au même niveau que le reste de la culture. Oui, mais c'est pas ce que je voulais dire, Oui, ouais. oui, Mm. non, non, mais on le met au même niveau que le reste de la culture, donc on Bien sûr. considère que c'est dans la culture. D'ailleurs, moi, j'ai toujours un truc, je ne comprends pas pourquoi à Strasbourg, on a un élu en charge de la culture et un élu en charge de la culture urbaine. Ça voudrait dire que la Oui, culture en urbaine effet. est une sous-culture. Les deux élus le savent, connaissent mon point de vue. Je le dis parce que pour moi, la culture urbaine, c'est de la culture, point. Et donc, du coup, effectivement, nous, Cause Magazine,
on va faire la part belle à des artistes qui sont des artistes illustrateurs, des photographes, mais aussi des graffeurs, par exemple, ou des gens issus de l'art urbain. Après, donc ça c'est sur la couverture. Après, sur, je dirais, la charte graphique qui est présente dedans. Forcément, on est des trentenaires, on va pas utiliser une charte et une mise en page qui est des années 80. On va faire un truc récent, un truc qui est frais parce que c'est ce qui nous correspond à nous aujourd'hui. Donc ça, c'est tout à fait logique. Ok, ouais. Ouais, bah merci d'avoir éclairci tout ça. Alors, pour continuer un petit peu sur les cultures urbaines et sur le NL Contest, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu cette aventure passionnante, parce que le NL, ça existe depuis plus de 10 ans. C'est un véritable rendez-vous. C'est le festival qui démarre la saison des festivals un peu avant l'été. C'est plus de 35 000 spectateurs en 3 jours. Vous avez vraiment réussi à faire de ce projet de jeunes, enfin de potes, quoi, un véritable rendez-vous dans tout le Grand Est. Donc comment est-ce que ça a débuté, avec qui et comment vous avez réussi à le faire perdurer et évoluer à ce point en fait? Alors, l'idée originale vient d'une bande de potes, de riders d'un peu toute Alsace qui se sont retrouvés à Strasbourg pour leurs études. Et on a commencé à tous se retrouver de nouveau au skatepark du Wacken, qui à l'époque en plus a été un peu taillé, puisqu'ils ils installaient le tram, ils ont fait passer une route, donc on s'est retrouvés pendant une année avec qu'une mini-rampe. On faisait des sessions ensemble, entre potes, et puis en fin de session, on était assis sur le coping, donc le coping, on va dire, sur la plateforme de la rampe, et on discutait, et c'est de là qu'est partie l'idée de se dire, on en a marre de pas avoir ce qu'on aimerait avoir. On en a marre qu'à l'époque la ville ne nous considérait pas, ou nous considérait comme des branleurs, et nous ont baladé. Alors le skatepark du Wacken, ils l'ont déplacé une fois de 100 mètres pour agrandir le tennis club. 2 ans après, ils se sont dit tiens, on va faire passer une route, on va faire passer le tram, donc on va le couper en deux, on va juste laisser la mini rampe, et ensuite on va le déménager 2 ans après. Donc pendant 1 an, on n'avait rien en plus à la rotonde. Et donc voilà, on se trouvait qu'on se faisait un peu prendre pour des cons, hein, pour être clair et précis. Et donc on s'est dit tiens, aujourd'hui on a entre 18 et 20 ans, et on va se structurer pour déjà être représenté auprès des institutions, et ensuite faire ce qu'on aurait aimé avoir quand on était petit, c'est-à-dire un vrai événement, et potentiellement plein d'autres choses. Donc on a initialement lancé le NL Contest pour l'inauguration du skatepark de la Rotonde, un événement skate roller BMX sur 2 jours. On a fait 3 flyers, 4 affiches. On a eu 3000 personnes sur le week-end. On s'est dit waouh. On a eu en roller le vainqueur des X Games, le seul Européen qui a gagné les X Games en street qui était présent. Bon début, vraiment beau niveau. Donc l'événement s'est bien passé. On s'est dit tiens, on va le refaire. On le refait, pareil, 3 bouts de ficelle, flyers, 4 flyers, 5 affiches, on a un peu augmenté. Pareil, 4000 personnes qui viennent, on se dit waouh, il y a quelque chose à faire. Hein. Et à partir du 3e truc, on s'est dit tiens, on va commencer à renforcer un peu l'événement en mettant en place le village exposant. On a lancé un peu le côté village exposant, donc là ça a fait grandir un peu l'événement, de plus en plus de public. On a explosé, je crois, à la 4e où il y avait une file d'attente pour rentrer. Enfin, à un moment donné, il y a une année où on était vraiment borderline, parce qu'on a été pris d'assaut et on s'attendait pas à tout ce succès-là. Donc nous, en termes d'organisation, on était super charrette, on a réussi à tenir, et puis chaque année, on a appris pour pouvoir progresser. Et proposer une bonne expérience effectivement aux spectateurs. Et c'est vrai que chaque année, quand on a progressé, on a rajouté aussi des disciplines. Le graffiti est arrivé au NL Contest 2, le DJing, il y en a toujours eu, puisqu'il y a toujours eu l'équipe du Turntablist qui était plus ou moins là. Ensuite, on a rajouté le basket 3 contre 3 parce qu'on avait un gymnase à côté, les copains du parcours, de la grande scène musicale. Voilà, tout s'est fait vraiment naturellement. Et surtout aussi parce que chaque année, on s'est dit on a réussi à faire ça cette année, on peut faire mieux l'année prochaine, et on peut progresser, on peut proposer de nouvelles choses. Donc on était aussi dans une volonté aussi de progresser, de continuer à faire grandir tout ça.
Et qu'est-ce que ça implique de travailler entre potes? J'imagine que ce n'est pas toujours facile. Est-ce que tu aurais peut-être même des conseils à donner? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans des aventures comme ça entre amis. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience là-dessus? Qu'est-ce que ça implique? Alors, déjà, il y a un truc, c'est qu'on est tous des têtes brûlées chez Annelle. On D'accord. est tous des personnes à forte personnalité. Ouais. On a tous des idées, des avis bien tranchés. Donc, on passe beaucoup de temps à s'engueuler, à pas être d'accord, donc c'est pas toujours facile, Mhm. mais le résultat est toujours là et puis on est toujours des potes. En fait, la chance qu'on a, c'est qu'on n'est pas des potes, on est des amis et surtout on se connaît tous depuis qu'on a 10 piges. Ouais. Aujourd'hui, on a tous environ 35 ans. On se connaît tous depuis 25 ans. On a tous vécu des choses très fortes. On a Mm. voyagé ensemble, on a fait des compétitions ensemble, on a déjà été dans des galères ensemble. Mm. Euh, on connaît les parents de chacun. Enfin, voilà, on est Ouais. vraiment des amis. Donc du coup, en fait, même quand on s'engueule dans une réunion, bah après, on va boire une bière ensemble et Ouais. voilà, c'est pas le sujet parce que justement, on considère que cette diversité d'opinions, c'est une richesse finalement, et que de pas être d'accord, c'est une richesse aussi pour l'événement. Donc, on n'est souvent pas d'accord, on se prend souvent la tête, on fait souvent des réunions qui mènent à rien, mais au final, le résultat est toujours là. Donc, il y a toujours un super résultat, on continue à progresser, donc on est content. Donc, pour l'instant, il n'y a pas eu de grosses prises de tête, de gros clashs qui ont fait qu'on n'était plus potes, quoi, tu vois. Ouais. Donc c'est surtout ça la problématique. Donc voilà, il faut en Ok. fait, si je peux donner un conseil, c'est la clé des succès des projets et c'est le plus dur. Et nous, on est loin d'être parfait même par rapport à ça. C'est la communication interne. C'est ce Mhm. qui est le plus dur, c'est de dire les choses. Quand il y a un truc qui va pas, il faut le dire tout de suite. Il faut pas le laisser parce qu'après, au bout d'un moment, ça va prendre de l'ampleur. Et s'il y a des non-dits, des choses comme ça ne va pas. Il faut dire les Ouais. choses. Il faut pas de frustration Voilà. de ce côté-là. Il D'accord. faut dire les choses. Il faut se dire les choses. Moi, en plus, comme sur le NL Contest, en l'occurrence, je suis le seul salarié pour gérer le NL Contest. Forcément, moi, je prends beaucoup de décisions, je fais beaucoup de choses. Quand il y a un truc qui va pas, c'est moi qui me prends dans la gueule aussi. Mm. Mais je le prends pas pour moi, je le prends pour le projet. Et on en discute, on évolue, on fait évoluer les choses. Et voilà, Ouais, il non, faut réussir à faire la part des choses aussi voilà, il faut dans ces réussir. Et cas-là. puis aller boire une bière avec ses potes après. C'est important. Donc voilà, donc mon conseil, D'accord. c'est vraiment discuter, dites les choses, même quand vous n'êtes pas d'accord. Ne gardez pas des choses à l'intérieur de vous, vraiment, D'accord. il faut discuter. Merci, ouais, pour ce conseil. Et est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur le NL, un petit dos, un petit souvenir qui t'a particulièrement marqué? J'imagine que tu en as beaucoup au cours de ces dernières années, parce qu'en plus, bah, vous recevez beaucoup de public et aussi des riders qui doivent pas être toujours faciles à gérer, qui font le show, qui sont là pour mettre l'ambiance. Est-ce que tu aurais un petit souvenir à nous partager Alors, sur le moi, NL? déjà, un souvenir, c'était une année qui était chargée en émotions. Sans doute l'année pour moi la plus chargée en émotions, et je pense pour tous aussi, c'était la 10e édition. Ouais, C'était la 10e édition, c'était quand même voilà, une édition qu'on voulait irréprochable. Voilà, moi à la fin de l'événement, quand on a fait la dernière remise des prix à 19h30, bah j'ai chialé ouais. quoi. J'ai chialé quoi, bêtement j'ai chialé. Encore, tu Bah vois, ouais, encore tu rien que m'étonnes. d'en parler, ça me fait quelque Ça chose, tu vois, t'émeut. voilà. Mm. Voilà, donc c'est une belle, c'est pour moi c'est un magnifique souvenir Une année sur anniversaire. ça. Après, il y a une autre anecdote un jour dans les toutes premières éditions euh, où, euh, où on commence le montage. À l'époque, on montait un jour avant. Moi, je fais les courses le vendredi matin. J'achète, je sais pas, 200 kilos de merguez, un truc comme ça. J'arrive avec le véhicule frigorifique. Il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait. Il s'était arrêté de pleuvoir. Et là, qu'est-ce qu'il n'y avait pas au skatepark? Une flaque d'eau avec des canards qui pataugeaient dedans. Mais non! Qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc, je peux te dire qu'à ce moment-là, t'es pas bien.
Mais c'est passé. Après, pour dire, quand tu disais les riders, effectivement, pas forcément toujours facile. Alors nous, on a en plus les plus gros hurluberlus du milieu du ride, ils viennent à la maison, ils viennent chez nous. Donc c'est super cool. Mais euh, on a la chance d'avoir une espèce de street crédibilité ou de crédibilité parce qu'ils Ouais. nous connaissent, ils savent ce qu'on a fait pour notre sport depuis plus de 20 ans. Et donc ils nous respectent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on estime que nous, ils ont dépassé les bornes, on va les voir, on leur dit écoute, là, t'es peut-être allé trop loin, il faut plus, arrête s'il te plaît, calme-toi, t'es allé trop loin peut-être dans la fête, là tu fous un peu trop le bordel. Souvent c'est marrant, hein, mais des fois quand il y a beaucoup de public, il faut savoir calmer les gens. Et ben ils nous écoutent et ils arrêtent et voilà, ils réfléchissent pas, ils arrêtent, ils passent à autre chose et ils partent dans un Ouais. autre délire. Donc on est très content parce que voilà, ça montre que ce qu'on fait, ils le font, Ouais, ils le respectent. Et justement, nous, ouais. on veut qu'ils viennent parce qu'on veut qu'il soit le NL Contest, c'est une espèce de grand bordel organisé, et il faut qu'on ait des gens qui fassent un peu n'importe quoi. Ok, et toi, t'aurais pas voulu continuer ton parcours de rider pro? Si, alors c'est vrai que moi quand j'ai arrêté un peu les compétitions, ça devenait de plus en plus compliqué de entre guillemets vivre. Alors c'est toujours compliqué hein, de vivre de sa passion du roller. Mm. À l'époque, on c'était dans la grande période du roller, c'est-à-dire que on avait des contrats avec des marques qui nous défrayaient sur X événements à l'année. Il y avait beaucoup de prize money, donc on arrivait à faire des podiums, on avait des prize money. Les marques nous donnaient en plus de l'argent en plus quand on faisait des podiums. Ils nous donnaient du matos en plus. On n'avait pas le droit de le faire, mais on le faisait, on le revendait pas cher aux copains. Tu vois, on arrivait à s'en sortir un peu comme ça. Quand on faisait une parution dans un magazine, boum, on avait aussi un petit billet de la marque. Mm. Il y avait tout ça qui faisait qu'on arrivait, pas forcément à en vivre, mais comme on était jeunes, on arrivait à en vivoter, on voyageait, c'était tout ce qui comptait. On nous payait l'hôtel, le train, on avait de l'argent de poche sur place, ils nous payaient la bouffe, on faisait un petit prize money, on s'en sortait très bien. Il y a pas ou peu de gens qui arrivent à vivre du roller en Ouais, France. Mm. À Strasbourg, on avait quelqu'un qui était Mathias Ouais. Final, membre fondateur aussi du NL Contest, qui lui, on est de la même génération, mais il a eu je dirais, lui, il a été pro juste après moi, on va dire ça plutôt comme ça. Euh, et euh, et Ça reste compliqué, ouais, quoi, hein. ouais, lui, il avait des petits, il a eu un peu de défraiement, il a gagné aussi beaucoup de prize money, il avait un tout petit salaire, mais il faisait aussi d'autres choses, il distribuait aussi une marque de roller à Mm. côté pour pouvoir en vivre. Donc, c'est un peu tout ça. C'est quelque chose de très compliqué. Donc, nous, on savait très bien que déjà, sur ces sports-là, ton corps, il tient pas longtemps. Ouais. Au bout d'un moment, il faut savoir arrêter. Et puis, voilà, faut pouvoir en vivre. Et de faire le NL Contest, pour moi, j'ai toujours un pied dedans et je vis toujours de ma Et passion. ça te va. Ouais, super. D'accord. Et je change de sujet, mais pourrais-tu envisager une carrière politique, toi qui es déjà une personnalité publique, on va dire? Euh, si j'ai déjà envisagé ou si j'envisage, c'était quoi Les deux, les deux? ouais. En Euh, local, bon, peut-être? alors, est-ce que j'ai déjà réfléchi? Oui, forcément. Est-ce que j'ai envie de le faire? Non. Non. Parce que malheureusement, je trouve que les hommes politiques, euh, aujourd'hui, c'est très compliqué d'être un homme politique et aujourd'hui, pour tout et n'importe quoi, eh ben, on remet en question tes compétences. C'est arrivé à quelqu'un qui voulait se présenter au municipal, mais à d'autres gens, on va toujours te chercher un petit dossier, un petit truc que tu as fait qui est pas forcément Mhm. 100% clean ou qui est pas dans les bonnes mœurs ou je ne sais quoi. Mhm. Et voilà, moi, je pense qu'aujourd'hui, une personne sur cette planète, ça lui est arrivé toujours de faire des trucs qui malheureusement ne sont pas, je dirais, politiquement corrects.
Mmh. et qui sont pas forcément illégales, hein, mais qui sont pas forcément politiquement correctes, ou qui ne sont pas forcément dans les meilleures des mœurs. Et en D'accord, ouais. fait, j'ai pas envie que d'un coup on retrouve un truc que j'ai fait, je sais pas, que j'ai fumé un pétard un jour dans ma vie, ou j'étais bourré un jour, ou je ne sais quoi. J'ai jamais rien fait de grave, hein, voilà. Oui, Mais oui, bien mais sûr. si on cherche, on trouvera toujours un truc, Mmh. et qu'on me le reproche, et qu'après que finalement tu sois vraiment totalement, qu'on te crache dessus dans les médias, que tu fasses la une des DNA ou d'autres sites internet pour ça, que ça mette ta famille dans la boue, tu vois, et que finalement tout ce que tu avais porté, toutes les bonnes valeurs que tu avais pu porter Mmh. peut-être politiquement, et tous les projets que tu voulais faire, et ben euh, ils sont euh, ils sont rayés d'un trait parce qu'on t'a trouvé un truc que tu as fait il y a 20 ans, tu vois, ou des trucs comme ça. Mmh. Donc Oui, aujourd'hui, d'accord. je trouve qu'il n'y a plus aucun respect pour la vie privée dans la politique. Je trouve ça totalement lamentable, vraiment. À Ouais. l'époque des Mitterrand, des Chirac, des mecs comme ça, et ben les journalistes s'arrêtaient et les réseaux sociaux, il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais les journalistes s'arrêtaient à la porte des chambres. Aujourd'hui, on te Mmh. dit à qui t'as couché, quand t'as couché, pourquoi, mais moi je m'en fous. Mmh. Sincèrement, je m'en fous que potentiellement le mec il ait une maîtresse, si c'est un accord avec sa femme, si tout se passe bien avec sa femme, bah c'est très bien. Moi tout ce que je veux, c'est qu'il nous représente et qu'il fasse du bon boulot pour la communauté. Et aujourd'hui, aujourd'hui, ça devient compliqué. On l'a vu aux élections municipales à Strasbourg, à Paris, à machin. Voilà, moi, je n'ai rien à foutre que l'autre, il envoie une vidéo pornographique à sa maîtresse. C'est sa vie privée, il fait ce qu'il veut. Moi, tant qu'il détourne pas d'argent public, tant qu'il fait son boulot, qu'il fait avancer l'intérêt commun, et ben, c'est le plus important. D'accord. C'est le plus important. Et donc aujourd'hui, je trouve que les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir le faire. Et après, alors si jamais un jour j'étais amené à le faire, parce que sincèrement je ne pense pas, mais il faut jamais dire jamais, parce qu'il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Je pense que ça serait plutôt sur quelque chose de local, parce que j'ai l'impression que c'est Mmh. là où moi je suis un homme de terrain, je suis un homme de concret, j'ai besoin de faire avancer les choses. J'ai l'impression que c'est là où on peut le plus facilement agir sur le quotidien. Donc ça serait plutôt effectivement sur du local que sur du national. Voilà. D'accord. Et oui, en plus, j'imagine que là, tu as déjà pas mal, de boulot et justement, je voulais te poser une question par rapport à ça. Est-ce que des fois, tu n'as pas l'impression que c'est trop, que tu as en plus lancé un nouveau concept là, Colors? Est-ce que, quelquefois, ouais, tu pas l'impression que c'est trop? Euh, Tout est une question d'organisation. Ah, Donc, si d'accord. j'ai des fois l'impression que c'est beaucoup de boulot. Là où c'est vraiment trop, c'est souvent quand c'est des carrefours. C'est-à-dire la période du mois de mai est un peu Mmh. compliquée, parce que c'est un peu le carrefour de tout. Mais encore une fois, il faut savoir ça, faut s'organiser et s'appuyer sur une équipe. Vraiment, je remercie toutes les équipes de tous les projets. Ouais. Parce que c'est ça, je suis pas tout seul. C'est-à-dire que moi, je suis souvent la partie visible de l'iceberg. Je suis le mec qui répond aux interviews, qui fait des choses. Je fais beaucoup de choses, hein. Mais sans l'équipe, je ne serais rien, et les projets ne seraient rien. Tu vois, sur Colors, je suis avec des gens qui ne sont pas les mêmes dans le NL, qui ne sont pas les Mmh. mêmes dans Cause, qui ne sont pas les mêmes dans Django. Donc, donc, euh, Ouais, c'est important donc de voilà. le rappeler, tu Après, raison. ce qui est important aussi pour moi, en fait, c'est si j'avais pas tout ça non plus, j'aurais tendance à m'ennuyer. Mmh. Donc j'ai toujours envie de me relancer des défis et de pas m'ennuyer. Donc, et en fait, vraiment tout ce que j'ai fait, c'est des choses qui sont faites vraiment naturellement. Tu vois, les Hoopla Awards, c'est un truc qui s'est fait dans la continuité de cause. C'est tiens, il y a les MTV Music Awards, les Energy Music Awards, il y a rien en Alsace. Bah voilà, on va faire les Hoopla Awards. Colors, c'était l'idée, c'est de dire les artistes de rue enfin les artistes urbains, j'appelle ça plutôt que les street Mmh. artistes, bah ils sont souvent pas considérés, ils sont pas rémunérés, et il n'y a pas beaucoup d'œuvres à Strasbourg dans les rues. Bah tiens, on va lancer un projet qui consiste à chercher des financements, chercher des lieux pour que les gens puissent peindre. En l'occurrence, c'était pas mal les coffrets électriques.
Et Ouais. ensuite, les mettre en relation avec des artistes. Donc, on a cherché des financements, on en a trouvé. J'ai dit, wow, la première année, j'arrive à faire 30 coffrets, c'est ouf ça. Et c'était le cas, ça a bien marché, ça a plu à nos partenaires, ça a plu Ouais. au public, ça a plu aux artistes. Bah, tiens, on va le refaire. Et finalement, c'est devenu Ouais. une structure à part entière avec un festival. C'est Voilà. ça, en fait. Tu te poses pas 36 000 questions, tu agis beaucoup et voilà, quoi, hein. C'est ça, Et c'est c'est ça. parti. Donc D'accord. voilà, après pour quand tu disais effectivement est-ce que c'est trop, là pour moi il y a aussi une autre question qui se pose, c'est que j'ai eu un enfant et Mmh. que je considère qu'aujourd'hui ma première des richesses c'est aussi le temps libre, le temps que tu peux passer avec lui. Mmh. Donc dans tout ça il faut réussir en plus à trouver du temps personnel et du temps familial. Donc il faut réussir à bien s'organiser par rapport à tout ça. Euh, en fait, depuis que j'ai Marin, j'ai l'impression que je suis vachement plus productif. Tu vois, Marin, C'est c'est vrai? mon petit-fils, ouais. J'ai l'impression que je suis Ouais. vachement plus productif et j'arrive à aller un peu droit au but, tu vois, directement, Ouais. plus rapide. Après, moi, j'ai toujours été un mec un peu droit au but. Mmh. Je passe pas les virages, je vais tout droit, je fonce dans le tas, on verra bien. Voilà. Mais là, avoir, un enfant, ça a aussi redéfini, j'imagine, tes priorités et du coup, tu efficace, quoi, hein. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, c'est OK. sûr que ma priorité première, c'est lui, quoi. Bien sûr, ouais. Super. Bah, quels sont tes projets pour la suite? Comment est-ce que tu envisages le déconfinement? Ce sera ma dernière question pour toi. Alors, comment est-ce que moi j'envisage le déconfinement? Ouais. Une partie de pétanque avec une bière et les copains. Voilà ce que j'attends. D'accord. Ce sera le mot de la fin. Voilà. Bah, t'as bien raison. Bah, écoute, merci beaucoup, Julien, d'avoir accepté de répondre à mes questions, chacun chez soi à distance, mais j'espère que le son sera bon et que tout le monde prendra du plaisir à écouter cet épisode et que ça fera passer le temps à tout le monde agréablement. Écoute, je te souhaite une bonne continuation et puis on se voit bientôt autour d'une bière, du coup. Et j'ai une partie de pétanque aussi, tu me rejoins, c'est ça? Ouais, ouais, Ben, avec plaisir. merci Raphaël, merci à tous de m'avoir écouté et ben, à bientôt. À bientôt, merci. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Merci à la région Grand Est qui m'a aidé à me lancer dans ce projet. N'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. À bientôt.